Comment ils vont? Bon, on y est les gars. Les 6 dernières courses de la saison. Autrement dit, le Money Time. Là où tout se joue, là où les choses sérieuses commencent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au moment où je vous parle, c'est tendu. Entre eux là, en partie à cause de lui, par la faute de ce pilote aussi d'ailleurs qui a re-signé son contrat, et évidemment chez eux. En partie aussi à cause de ça. Ça va être intéressant, ça va être chaud, ça va être intense. C'est parti pour une nouvelle preview. Ce week-end, c'est le Grand Prix des États-Unis. La tension est à son comble entre les prétendants au titre. McLaren a un gros problème. Il y a une rumeur Horner chez Ferrari. Avant cette course au Texas, on a beaucoup de choses à se raconter. Allez, on en parle. Pour ne rien rater de l'actu F1 et des projets incroyables qu'on te prépare sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous ton meilleur pouce levé et profite de la vidéo. Ça envoie beaucoup de force et ça nous aide à grandir. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Ce week-end est important en vue de la fin de saison, parce que c'est un week-end sprint. Il reste 6 courses, 3 sprints, et vu la course au titre qui se profile devant nous, ces mini-grands prix pourraient avoir un impact sur le championnat. Je rappelle que sur les sprints, chaque victoire vaut 8 points, que ça fait du coup 24 points à distribuer sur ces courses du samedi, donc quand tu sais qu'il y a 22 points d'écart entre les deux premiers du championnat, tu comprends les conséquences que ça peut avoir. En gros, c'est quasiment une victoire à aller chercher, aussi simple que ça. Donc là, on a un sprint à Austin, un autre au Brésil, et le dernier aura lieu au Qatar. Le circuit où ça dépasse facilement et un où ça sera un peu plus compliqué. Donc ça va être important les gars. Parce que même si les écarts de points sur le sprint sont assez marginaux, ces courses représentent de vraies opportunités. T-Max ou Lando, t'as tout intérêt à tenter quelque chose pour aller chercher un écart avec Oscar. Au point où on en est les gars, même 2 points récupérés sur un samedi, ça compte. Donc j'avoue, je suis assez hypé par ce sujet pour une fois. Les sprints ajoutent aussi un peu d'incertitude puisqu'ils réduisent les séances d'essai, ce qui peut donner des opportunités à ceux qui trouvent le bon setup direct. Donc il y a un petit truc en plus ce week-end qui j'avoue me fait pas mal kiffer. Surtout qu'Austin, c'est un tracé vraiment cool. Faire un sprint là-bas, pour le coup, ça a du sens. Donc dès vendredi soir et à la qualif sprint, le suspense va être là. Et ça fait plaisir. C'est le sujet le plus chaud en ce moment, évidemment, la lutte pour le titre. Depuis Monza, l'écart se resserre au niveau du trio de tête, même si Oscar a quand même une avance relativement confortable. 22 points sur Lando, 63 sur Max. Et on sent qu'on tend vers un rapprochement au niveau de la tête du classement. En fait, on disait que si Max reprenait des points au McLaren à Singapour, piste qui devait mettre leur voiture dans la bonne fenêtre, alors son retour serait possible. Et c'est ce qui s'est passé. À la régulière, Max a fini devant, et les pilotes papa, ils se sont chamaillés. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 3 courses que Max bat les 2 McLaren, et 3 courses que Lando bat Oscar. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se resserre, et il y a tout pour nous régaler. Austin, c'est un nouvel épisode. Il est vraiment pas évident de prédire ce qui va se passer. Parce que sur le papier, c'est un circuit pour la McLaren. Les secteurs 1 et 3 vont parfaitement aller à cette voiture. Il va faire chaud. C'est un circuit où il y a de la dégradation. Contrairement aux 4 dernières courses, puisqu'il y en a eu très peu à Singapour, on l'a dit. Il y a un gros point d'interrogation sur la concurrence. Comment la Red Bull va-t-elle se comporter, sachant qu'elle a énormément progressé dernièrement, même si on l'a pas vraiment revu dans des conditions où il y a de la dégradation. Pareil pour la McLaren qui a gagné le dernier Grand Prix, on en reparle après. Et puis, dernière chose, comment les pilotes McLaren vont-ils se comporter? J'ai fait cette vidéo pour parler de ce qui se passe chez eux, mais les dynamiques, elles sont hyper intéressantes. L'équipe est titrée, donc il n'y a plus rien à jouer. Et puis de toute manière, je pense qu'ils ont épuisé leur quota d'intervention. Norris, il est sur une bonne lancée, et il a clairement montré à Singapour qu'il était prêt à y aller. Et Oscar, il est un peu dans le trou au niveau du rythme, et il a bien compris qu'il va falloir mettre des coups pour garder son lead. Ce que je suis en train de vous dire, les gars, c'est que ce week-end, dans l'optique de l'attribution du titre, il est hyper important. Parce qu'on va avoir des éléments de réponse à toutes ces questions. Je le répète, il reste 6 courses, 3 sprints, ce qui fait 174 points à distribuer. Ce week-end, on en attribue 33. C'est crucial. On n'est pas encore dans la dernière ligne droite, mais comme je l'ai dit, on entre dans le Money Time. Donc je suis particulièrement hypé par ce week-end et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va arriver en commentaire. Il y a une question assez importante avant ce Grand Prix à Austin, c'est la forme de George Russell. Parce qu'à Singapour, contre toute attente, lui et sa Merco ont mis une pilule à tout le monde. Alors il a pas non plus mis 30 secondes à Verstappen et Norris, mais il a quand même été chercher une victoire à la régulière alors que personne ne l'attendait. Singapour, c'est un circuit où le contrôle des températures pneumatiques peut être crucial. On les a vus galérer à plusieurs reprises à ce niveau-là cette saison. Donc la question sur leur forme se pose vraiment avant ce week-end. Alors il faut préciser que Mercedes ne comprend pas toujours hyper bien sa voiture. On a bien compris cette saison que c'était toujours un souci pour eux. Mais bon, on peut espérer voir une courbe de progression vu ce qui s'est passé à Singapour. Et ça pourrait continuer ce week-end. Alors là, c'est encore une autre histoire puisqu'il fera super chaud et que ça devrait dégrader comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, il est possible qu'ils aient trouvé un truc. En fait, j'ai l'impression qu'on va le découvrir presque en même temps qu'eux. Et pour parler d'une variable constante, les gars, pour le coup, faut qu'on aborde le sujet Russell. Parce que le mec nous fait une saison où pour moi il est top 3, voire top 2 en termes de perf. Cet avis sera clivant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et il vient à peine de signer son contrat pour l'an prochain. Et oui, messieurs, dames, ça y est. Mercedes a son line-up pour l'an prochain puisque les 2 pilotes ont été confirmés. Ce sera donc George Russell et Kimi Antonelli, comme prévu. George, il porte son équipe sur ses épaules depuis le début de la saison avec 2 victoires et 8 podiums. C'est lui, le leader naturel de cette écurie. Il a une trajectoire linéaire depuis les formules de promotion puisqu'il a été sacré en F2 et F3 avant de faire ses classes chez Williams. Puis il a été officialisé chez Mercedes en 2022 aux côtés de Lewis Hamilton, qu'il a plus que challengé.
Et il y avait de grandes interrogations sur cette re-signature, les gars. On sait que Toto Wolff ne veut pas rater Max en 2027. Russell est un des cracks de la grille et un produit Mercedes. C'était chaud. On imaginait qu'on ne voulait lui donner qu'un an de contrat. Eh ben, on n'en sait pas plus. L'annonce ne mentionne que 2026 pour les 2 pilotes. Et c'est dans les semaines qui viennent qu'on devrait avoir plus d'informations. En tout cas, Russell mérite à fond. On comprend que Toto Wolff ne veuille pas rater Max Verstappen. Ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne chose pour tout le monde qu'ils aient re-signé. Ils vont pouvoir terminer la saison sereinement. La grille est presque pleine en vue de l'an prochain. Mercedes, c'était un gros dossier. On va pouvoir se concentrer sur la course de leur côté. Et même si perso, j'imagine que ça sera pas le cas, il y a moyen qu'on les voit quand même aux avant-postes. Réponse au week-end. La Scuderia Ferrari considérait Christian Horner pour remplacer Fred Vasseur. C'est la rumeur qui secoue le monde de la F1 cette semaine. Et oui, selon les médias britanniques et italiens, John Elkann, le président de Ferrari, discuterait avec Christian Horner. Je vous rappelle que Christian Horner avait été licencié par Red Bull en juillet avec grand fracas. Et vous vous demandez peut-être pourquoi il y a cette rumeur. En fait, c'est toujours la même histoire. Ferrari est déçue de ce qui se passe cette saison, donc elle est mécontente de Fred Vasseur et cherche des solutions. Les médias italiens sont à fond sur la rumeur. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a de grandes chances que ça discute vraiment. Horner, il a managé Red Bull sur 2 périodes de domination assez incroyables avec Vettel et Verstappen. Il a bâti un empire avec Red Bull en Formule 1. Il a une grande légitimité quand on parle de s'occuper d'une écurie de F1. Alors il a été lié à d'autres équipes, comme Aston, Alpine ou Cadillac, qui ont toutes démenti. Mais là, ça sort encore une fois du côté de chez Ferrari, donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler. Et évidemment que je vais vous donner mon avis, parce qu'il y a pas mal à dire, les gars. D'abord, pour moi, ce qui se passe, c'est logique. C'est Ferrari, c'est toujours comme ça. Je suis pas étonné qu'ils oublient vite que Fred Vasseur a amené l'équipe à 14 points du titre l'an dernier. C'est un grand classique. En fait, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste une transition. Loïc Serra a pris la suite d'Enrico Cardile, c'est important de le dire. La voiture a beaucoup changé. C'est pas du tout une bonne chose ce qui se passe, mais ça peut se justifier et pour moi, Fred Vasseur est l'homme de la situation. Pour moi, il est le meilleur pour amener cette équipe vers son futur. Parce qu'il est bon, mais surtout parce qu'il faut de la continuité et de la stabilité pour gagner, surtout quand tu arrives sur une nouvelle réglementation. D'ailleurs, Horner en est le meilleur exemple. Honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait évincer Fred Vasseur avant la fin de l'année prochaine. C'est tellement risqué pour l'équipe que je vois pas comment c'est possible. Je la fais un peu rapide, c'est une preview. Je referai une vidéo s'il faut, mais là, côté Ferrari, il n'y a aucun intérêt pour moi. Ensuite, il y a des questions à se poser par rapport à Horner. Est-ce qu'il serait prêt à bouger en Italie? Est-ce qu'il serait OK avec le fait de ne pas prendre de part dans l'équipe? Il semblerait qu'il souhaiterait éviter de répéter ce qui lui est arrivé chez Red Bull en devenant en partie propriétaire d'une écurie. Spoiler, chez Ferrari, c'est pas possible. Je suis pas 100% sûr. Et puis surtout, est-ce que lui et Ferrari, ça marcherait? Horner, il est anglais, ce qui veut dire qu'il aurait un vrai choc culturel. À ma connaissance, il ne parle pas italien, même si je crois que Fred Vasseur non plus. Et puis, comment est-ce que tu le fais bosser avec Lewis Hamilton? Alors a priori, c'est possible. Ils ont l'air de se respecter, mais on est quand même sur un petit challenge. Les deux se sont quand même construits en partie l'un contre l'autre. Il a aussi et surtout une grosse casserole avec ses allégations de comportement inapproprié en 2024. Pas sûr que ce soit très bon pour l'image de marque de Ferrari. Donc voilà, en vrai, pour moi, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Ça fait beaucoup d'obstacles, et surtout, en fait, là, il n'y a aucune raison de se séparer de Fred Vasseur puisqu'on arrive sur 2026. Ce que ces rumeurs font, c'est juste lui mettre la pression. Et dans le contexte actuel, je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc à faire. Donc pour moi, ça va continuer avec Fred Vasseur, et c'est les pertes de l'an prochain qui vont décider. Vous en pensez quoi, vous? On va parler un peu de Ferrari, les gars, mais promis, je ne vais pas non plus m'éterniser. Ils sont sous pression pour plein de raisons. Pour ce que j'ai dit dans le dernier chapitre, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Et oui, il y aurait de plus en plus de tensions internes à la Scuderia, suite à la crise qu'elle traverse en 2025. Et selon les médias italiens, c'est Lewis Hamilton qui se montrerait de plus en plus critique. Il leur reprocherait une mauvaise gestion des opérations, et il aurait fait remonter ça directement à la direction. Il en a marre qu'on ne trouve pas les bons réglages, il trouve qu'il y a des erreurs, que c'est rigide, et il dit qu'on ne l'écoute pas assez. Vous n'avez pas pu rater les petites tensions à répétition qu'on a entendues dans les radios. En fait, le package de la Ferrari serait compromis par une mauvaise coordination entre l'usine et l'équipe de piste sur les week-ends de Grand Prix. Et c'est ça qui amènerait les mauvais week-ends, les disqualifications, etc. Il se dit aussi que la FIA les suivrait de près suite à ces incidents, déclenchant un développement un peu plus conservateur de leur côté et donc un cercle vicieux dans les performances. En vrai les gars, c'est hyper important ce que je suis en train de vous dire, parce que ça explique peut-être pas mal de choses et ça en dit beaucoup sur l'ambiance en interne. On va voir ce qui se passe pour eux ce week-end, mais l'an dernier ils font doubler et là je suis pas sûr que ce soit la même histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront à nouveau sous pression. J'ai une mauvaise nouvelle pour McLaren, qui les met sous pression sur toute la fin de saison. Vous allez halluciner complet. Ils ont annoncé qu'ils n'avaient pas de solution à leur problème de pit stop et qu'ils ne s'attendaient pas à résoudre le problème avant la fin de saison. Je sais, ce que je suis en train de vous dire est complètement fou. L'écurie championne du monde, dont les deux pilotes se battent pour le titre, est en train de nous dire qu'à tout moment, elle peut ruiner la course d'une de ses voitures. C'est arrivé une fois par course depuis Monza, les gars. Faut se rendre compte que dans l'optique d'un championnat du monde, c'est un gros souci. Ils font des arrêts de 5 secondes au lieu de 2 en général, une fois par Grand Prix, aléatoirement sur une des deux voitures. C'est quand même souvent sur la deuxième, quand même. Ce qui leur fait perdre 3 secondes minimum, comme ça. Ce qui est ouf, c'est que c'est aussi eux qui font les meilleurs pit stops cette saison. 1 seconde 91 à Monza pour Piastri, 1,94 pour les deux pilotes en Hongrie. Bah c'est juste ouf. Mais il y a un problème dernièrement, et apparemment ça serait le design des pistolets qui compliquerait la vie des mécanos. C'est Andrea Stella qui l'a dit, et il a précisé que ça ne changerait pas avant 2026. Ce que ça veut dire, c'est que sur les 6 dernières manches de la saison, tout peut arriver quand une McLaren rentre au stand. Un peu plus de piment en vue de la course au titre,
et beaucoup de pression sur les épaules des pilotes. On va surveiller ce qui se passe chez eux à ce niveau-là ce week-end. Jean-Michel Prédiction en a gros sur la patate, les gars. J'avais vu Russell sur le podium à Bakou, mais pas à Singapour, vous trouvez ça normal? Non. On est bien d'accord. On repart sur une prédiction ce week-end. Le sponsor de cette vidéo, comme d'habitude, c'est Winamax. Et aujourd'hui, Jean-Michel Prédiction te propose tout simplement la meilleure offre qui existe sur la F1 en France. Winamax et Jean-Michel Prédiction, maintenant tu connais, c'est imbattable. Tu cliques sur le lien en description, et c'est là que la régalade arrive. Winamax te rembourse ton premier pari en cash s'il est perdant dans la limite de 100 € et t'offre un bonus de 10 € supplémentaires en cash aussi avec le code Lucas10. Donc par exemple, tu crées ton compte, tu déposes 100 balles en entrant le code Lucas10 pour toucher les 10 € de bonus, tu places ton premier pari, et s'il est perdant, Winamax te rembourse dans la limite de 100 €. C'est valable pour la F1, le foot, le tennis, ce que tu veux. Vous l'aurez compris, ça aide beaucoup la chaîne, donc pour ceux qui avaient envie de parier et qui se sont inscrits, merci beaucoup. Évidemment, je vous mets tous les liens en description. Et ce week-end, les gars, je vais doucher les espoirs de tout le monde dans ce qui concerne le titre mondial. En vrai, j'espère pas, mais j'avoue, j'ai une petite envie de jouer avec vos nerfs. À Austin, le vainqueur ne sera pas Max Verstappen ni Lando Norris, mais il roulera en orange quand même. Et oui, au Texas, c'est Oscar Piastri qui va s'imposer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Les codes, c'est comment? Alors, pour la victoire, c'est Norris et Verstappen qui mènent la danse devant Piastri et beaucoup plus loin, Leclerc et Russell. Et pour le podium, c'est les deux Mercedes et les deux Ferrari qu'il devrait falloir regarder. Je te rappelle que si t'es pas majeur, tu n'es pas concerné, et que pour gagner de l'argent, le mieux c'est de trouver un travail. Après Singapour, je vous avais demandé de me faire vos meilleures prédictions, et vous l'avez fait. Il y a Maël qui a été bon. Toutes les voitures terminent la course, vous allez voir. Bien joué à Singapour, ça partait mal. Un grand bravo à Romain aussi. Je suis quasiment sûr de faire ma meilleure sieste dimanche après-midi. Bien joué les gars. Messieurs, dames, je vous rappelle que dans chaque preview, j'affiche 2 prédictions que vous faites en commentaire, et qu'à la fin de l'année, je fais gagner un gros cadeau sur un tirage au sort fait parmi les commentaires affichés. À au clavier. Tu me fais ta prédiction? C'est l'un des pires grands prix de l'histoire de la F1, et tout le monde l'a oublié. On est en 2005, pour le Grand Prix des États-Unis, à Indianapolis. Les tribunes sont pleines, l'ambiance est folle, mais personne sait que dans les coulisses, une catastrophe se prépare. Dès les essais, des pneus Michelin explosent dans le virage 13. Et ce n'est pas une casse isolée. Ralf Schumacher tape fort, d'autres pilotes signalent la même chose. Michelin le comprend vite, les pneus qu'ils ont amenés sont dangereux. Ils demandent un changement, ils font même venir de nouveaux pneus depuis la France, mais ils n'arrivent pas à temps. Alors ils proposent d'ajouter une chicane, d'autoriser l'utilisation de notre composé, mais la FIA refuse. Le matin de la course, la tension est maximale. En fait, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Et quand les voitures s'élancent pour le tour de formation, 14 monoplaces rentrent au stand. Abandon collectif. Il ne reste que 6 voitures sur la grille, 2 Ferrari, 2 Jordan, 2 Minardi. Le départ est donné sous les huées. Les fans jettent des bouteilles, certains quittent le circuit. Michael Schumacher gagne, mais personne n'applaudit. Ce jour-là, la F1 s'est tiré une balle dans le pied. Un désastre politique, technique, sportif et un public trahi en direct devant le monde entier. Indianapolis 2005, c'est peut-être la course qu'on n'aurait jamais dû lancer. Alors, ce circuit d'Austin, l'un de mes tracés préférés au calendrier. Le premier Grand Prix là-bas, c'était en 2012 avec une très belle victoire de Lewis et sa McLaren sur la Red Bull de Vettel, et depuis, c'est presque un classique. Ce circuit des Amériques est un mix des plus beaux circuits du monde avec un premier secteur inspiré des courbes de Silverstone ou de Suzuka, un passage du 12 au 15 qui ressemble au stade de Hockenheim, et un premier virage en montée un peu comme en Autriche. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Les pilotes auront le DRS ici, et en bout de ligne droite, on devrait voir des dépassements. Là, c'est à fond jusqu'à cet incroyable virage 1 en montée et à l'aveugle, où on va pouvoir prendre plusieurs trajectoires. On monte légèrement sur le vibreur à droite, mais pas trop, et c'est à fond pour entamer les S de ce premier secteur. Ici, c'est pleine balle jusqu'à l'enchaînement 5, 6, 7, qui est assez impressionnant. Le premier secteur s'arrête ici, et on continue à pousser dans ces courbes jusqu'au 8, où il faudra lâcher un peu de vitesse et bien garder la corde. Comme d'hab, on repart sur les gaz, et là, c'est à fond jusqu'au 11, où on aura un des plus gros freinages du tracé. Ici, la réaccélération sera clé puisqu'on va entamer la plus longue ligne droite de ce circuit, et naturellement, les pilotes auront le DRS. Au 12, c'est un gros freinage où on verra des dépassements, et on finit le secteur 2 en allant vers le 13. C'est maintenant qu'on entre dans la partie inspirée du stade d'Hockenheim, avec une partie qui se fait à basse vitesse, mais avec 3 virages plutôt techniques. Les 16, 17 et 18, c'est à fond et c'est hyper impressionnant. Attention au 19 qui sera aussi important avant le dernier virage, où la motricité sera clé, et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? La météo de ce Grand Prix. Vendredi, il fera beau et très chaud, samedi c'est pareil, et dimanche c'est la même histoire. Le programme de ce Grand Prix. Vendredi à 19h30, ce sera les FP1 et à 23h30 la qualif du sprint. Samedi à 19h, on aura le sprint et à 23h les qualifs, et dimanche à 21h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi, je serai en live sur Pole Position en direct de Toulouse, puisque l'émission se déroulera en direct depuis là-bas. Passez nous voir si vous y êtes, on vous dira où sur Instagram. Et dimanche soir, je commenterai la course toujours chez Winamax. Les gars, comme d'habitude, je vous propose une vidéo que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, je vous recommande ma dernière vidéo sur McLaren, dans laquelle on parle de la préférence que McLaren peut avoir pour Lando Norris. Vous m'en direz des nouvelles. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!